De la R&D à la réalisation en passant par la maîtrise d'œuvre et l'aménagement, c'est quasiment toute la chaîne de valeur qui est représentée ici et qui vient témoigner de comment construire la ville autrement. Nouveaux matériaux et éco-construction, c'est donc le sujet du jour et nous avons la chance d'avoir à nos côtés Jérôme Gauze, directeur général délégué de la fabrique de Bordeaux Métropole. Bienvenue. Jeanne Oléon, responsable R&D éco-construction à l'agence Dumont-Legrand. Guillaume Carlier, directeur de la stratégie climat-ressources Bouygues Immobilier. Bienvenue parmi nous. Et Philippe Bonnet, qui est à ma droite, qui est chargé de développement durable et RSE, coopérative Copébat. Guillaume, je vais commencer avec vous. Vous êtes donc directeur de la stratégie climat et ressources Bouygues Immobilier. Vous êtes un biologiste à la base. Vous travaillez depuis 20 ans, on va dire, dans le management environnemental et depuis 15 ans chez Bouygues, le rail, la construction. Et puis 2 ans plus particulièrement pour la filiale de promotion Bouygues Immo sur la direction climat et ressources. Donc direction climat et ressources, ça veut dire que vous êtes complètement impliqué sur ces sujets qui nous animent aujourd'hui. Mais vous dites que dans le contexte actuel, vous avez le sens de la formule, votre métier finalement, il a atteint ses limites. C'est plus possible de bosser de la même manière. Très clairement, déjà créer un poste de directeur de la climat-ressources, c'est assez original chez un promoteur immobilier. Et pourtant, ça a tout son sens. Je pense que Hervé Letreut l'a rappelé tout à l'heure. On est dedans. C'est 5% par an qu'on doit faire. Typiquement, c'est-à-dire beaucoup plus vite que ce qu'on a fait les 32 dernières années. 5% par an, on a tous l'image du Covid, ça c'est ce qu'on a fait. Une deuxième fois, on a réussi à faire 5% par an dans l'histoire, c'est en 1945 quand l'Allemagne et le Japon ont été totalement désindustrialisés. Voilà ce que l'on doit faire typiquement aujourd'hui. Donc effectivement, un modèle de promotion immobilière tel qu'on le connaît aujourd'hui, à savoir trouver un foncier, monter une opération financière avec un équilibre économique tiré au plus bas, si possible basé sur du béton, en artificialisant les sols, on voit bien que là, très clairement, on a atteint les limites. Et on le voit actuellement, typiquement aujourd'hui, ces signaux que l'on considérait comme faibles se sont totalement accélérés et ce modèle de la promotion-construction a totalement freiné, voire, et comme on dit, un petit peu tanké aujourd'hui. Voilà. Oui, on est vraiment sur une révolution, comme on l'a dit sur la précédente table ronde, sur un mindset qui a été complètement bouleversé, ne serait-ce que ces 5 dernières années où il y a une accélération qui est très forte. Donc remettre tout à plat, construire mieux, construire plus sobre et aussi construire moins. J'ai envie de laisser Jeanne Oléon rebondir parce que vous avez, vous, des opérations dans le neuf avec votre agence. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vient de dire Guillaume sur le moins, mieux et plus sobre, puisque vous êtes, vous travaillez avec des promoteurs publics, privés Donc nous sommes architectes, nous sommes une agence d'architecture basée à Paris et à Bordeaux. Effectivement, notre activité est beaucoup dans le logement collectif et également dans les groupes scolaires, les équipements scolaires. On a beaucoup de commandes encore de neuf. On a, surtout dans le logement, on a encore beaucoup de commandes de neuf. Et dans les groupes scolaires, par contre, on va plus avoir des opérations soit de rénovation, soit mixte rénovation-extension. Et clairement, on sait que même si on a des réponses technologiques possibles, des évolutions vers des matériaux biosourcés et géosourcés, ça ne suffira pas et qu'il faut construire moins. Donc il y a beaucoup d'évolutions dans le sens de la rénovation. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois dans les tables rondes précédentes. Au-delà de ça, construire différemment. Donc nous, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont d'un point de vue architectural, dont on conçoit un bâtiment par rapport à son rapport au sol pour limiter l'artificialisation des sols et optimiser entre une certaine densité, mais pas trop, parce qu'on veut conserver un mode de vie désirable.
On veut conserver des espaces verts pour les usagers, on veut maintenir une continuité écologique et en même temps on sait qu'on ne peut pas aller sur de l'habitat pavillonnaire et aller dans le sens de l'étalement. Donc il y a un juste milieu entre des bâtiments de quelques étages et maintenir ces continuités paysagères. Et aussi, donc dans ces évolutions techniques possibles, la question sur laquelle on reviendra plus tard, je pense, des matériaux biosourcés et géosourcés, qui sont au cœur de notre pratique à l'Agence du Mont-le-Grand Architecte. Exactement, on y reviendra tout à l'heure et avec même une question pour tous les deux puisque vous êtes très engagés l'un et l'autre sur ces matériaux biosourcés. Jérôme Gauze, je sais que dans l'intitulé de cette table ronde sur les nouveaux matériaux, vous ne souhaitiez pas faire polémique mais faire un petit pas de côté. Nouveaux matériaux. Je sais que ça vous évoque quelque chose. Allons-y tout de suite. Je dis en un mot que la fabrique de Bordeaux Métropole porte notamment, mais c'est réducteur, le programme Habiter et s'épanouir. Vous allez peut-être nous dire en un mot quelles sont vos missions. Il va falloir être pédagogue parce qu'elles sont complexes. Alors, elles sont nombreuses. Si je dois synthétiser un petit peu nos missions, donc, ce que nous confie la métropole et ses 28 communes, c'est de fabriquer des morceaux de ville pour tous, en prenant en compte en fait l'ensemble des transitions, qu'elles soient écologiques et sociales. Donc on est bien en fait sur comment on produit du logement de qualité, mais pour tous, c'est-à-dire avec les capacités budgétaires des ménages que l'on connaît au niveau de l'agglomération. Concrètement, ça veut dire des logements moins chers, c'est toujours un peu compliqué, moins chers et de mieux en mieux. Donc nous on veut tout, c'est fromage et dessert. Ça, c'est sur la mission qui est confiée à la métropole. Après, je ne polémique pas, je réagissais en fait à la manière dont vous posiez la question. Vous dites en fait les nouveaux matériaux. Déjà, regardons ce qui existe, en fait, tout simplement. Et donc, la question du réemploi, chez nous, côté fabrique de Bordeaux Métropole, elle est centrale. Elle est centrale pourquoi? Parce qu'on démolit beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, vous parliez de nouveaux métiers. Les métiers, non pas de démolisseurs, mais de déconstructeurs, c'est-à-dire en fait de déconstruire soigneusement pour pouvoir réutiliser, recycler ou réemployer en fonction des différentes filières. Pour nous, c'est un vrai sujet. Ça modifie la chaîne de valeur. Ça modifie la chaîne de valeur, mais je veux juste vous donner en fait un exemple concret. Donc aujourd'hui, c'est à peu près le même coût en termes de fourniture et de pose entre un matériau neuf et un matériau réemployé. Donc économiquement, c'est pas très avantageux. Ça le sera peut-être demain, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Par contre, en bilan carbone, il n'y a pas de débat en fait. On est très clairement en train de réutiliser du matériau déjà constitué, qui a déjà son propre bilan. Et donc ça, du coup, ça nous intéresse. Quand vous parliez de chaîne de valeur, c'est effectivement cette question, c'est-à-dire dans la métrique, si on est exclusivement sur une métrique financière, c'est compliqué. Si on est sur une métrique financière et bilan carbone, moi je peux à nouveau jouer parce que c'est plutôt favorable. Oui, on met moins d'argent dans la matière, vous dites, et plus d'argent dans le service, la formation et la capacité à utiliser ces matériaux. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, je suis vraiment en train de répondre aux besoins du territoire. C'est-à-dire, former des habitants ou former en fait des spécialistes du recyclage et du réemploi. Alors, quand je dis spécialiste, attention, c'est pas Bac+5. Des ingénieurs, je vais me faire plein d'amis quand je vais dire ça. Des ingénieurs, on en a plein, tout va bien. Par contre, on a besoin en fait de personnes qui sachent démonter une fenêtre. Il y a 17 pièces dans une fenêtre, donc il ne faut pas en perdre une, sinon elle n'est pas réutilisable. Donc ça, on a besoin en fait de formation courte pour pouvoir avoir en fait les bras et les compétences pour pouvoir démonter et remonter dans des projets neufs. Il y a plein d'autres sujets après, assurantiels, financiers, mais il n'empêche. Exemple concret, on travaille sur un bâtiment aujourd'hui qu'on a réemployé au maximum. Donc on est, je vais citer de mémoire, on a travaillé sur un coût travaux avec à peu près 26% de matériaux réemployés. On a économisé 17 tonnes, pardon, non, j'ai dit une bêtise, 26 tonnes de matériaux. Je dis n'importe quoi, on a économisé 26 tonnes de carbone. Et on a réutilisé 17 tonnes de matériaux. Donc on veut aussi être démonstrateur. On ne peut pas le faire partout sur tous nos projets, mais aujourd'hui, dans nos opérations, on impose effectivement du réemploi. Aujourd'hui à 5%, demain à 10%.
Guillaume Carlier, cette mine urbaine qu'il vient d'évoquer, est-ce que ça fait partie en fait des leviers que vous utilisez pour réduire votre empreinte carbone et puis celle du citoyen? Oui, puisque c'est bien les deux axes qu'on adresse, effectivement. Un chiffre, vous en parliez tout à l'heure, mais un chiffre clé, l'horizon 2050, c'est quand même pas si loin que ça. 75% du parc bâti est déjà sous nos yeux. Que pour faire le restant en construction neuve, il faudrait aux alentours d'1,3 milliard de tonnes de matériaux, alors que si on fait de la rénovation, on est plutôt proche de la centaine de millions de tonnes. Donc on joue effectivement pas du tout dans la même cour. Donc moi, à 100% pour cette logique de la mine existante. Alors vous imaginez bien les conséquences que ça peut avoir pour un métier tel que promoteur de la construction neuve, mais les signaux, de toute façon, on les a eus. Le Covid a radicalement changé la façon d'imaginer ce que pouvait être un bureau demain, a changé les usages au sein d'un quartier, au sein d'un logement. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, entre guillemets, que d'imaginer ça. Un groupe comme le nôtre, mais nos homologues et concurrents font la même chose, s'orientent vers la rénovation, vers l'intensification des usages, sur le coworking, le co-living. Il y a des choses intéressantes que l'on peut travailler aussi, c'est en intensification des usages. Nous, on a un petit produit qui s'appelle Logis, qui va d'ailleurs être, le premier va être à Bordeaux, d'ailleurs. Ce petit Logis, pour vous donner une idée, c'est un appartement qui fait 55 mètres carrés, et quand vous vous baladez dedans, vous demandez combien il mesure, et les gens vous répondent 62. Voilà. Donc c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'importance du cerveau et de la façon d'imaginer les choses pour le confort, la maîtrise de l'espace, c'est l'architecte qui disait ça. Donc toutes ces réflexions, effectivement, amènent le promoteur que nous représentons à réfléchir toute cette logique de travailler l'usage, travailler l'existant et travailler ce matériau de réemploi, même si la piste est ce chemin du réemploi. Mais ça avance quand même, on avance, on y arrive. Donc trois combats pour vous, sortir du béton. Ah oui, ça c'est mais effectivement à un moment donné face aux enjeux multiples qui s'opposent quand on a un métier effectivement avec une forte empreinte environnementale, mais globalement nous ne nous trompons pas, nos 3 enjeux pour un promoteur, c'est nous désintoxiquer, c'est le terme que j'emploie, nous désintoxiquer du béton classique, on verra après, on discutera de ce que ça veut dire, trouver des alternatives au gaz, à la chaudière gaz classique et sortir de du 100% mobilité thermique, on l'a abordé effectivement ce matin. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur travailler sur l'existant, Jeanne Oléon, vous travaillez, donc vous l'avez dit tout à l'heure, avec des matériaux dits peu conventionnels ou pas conventionnels, en tout cas des matériaux premiers. Pour les projets que vous avez en réhabilitation partielle notamment, vous avez beaucoup de freins encore sur la demande, sur les équipements, la maîtrise d'ouvrage qui souhaitent qu'on reparte de zéro, qu'on n'utilise pas l'existant. Oui, en fait, on constate que sur les opérations de groupes scolaires, notamment, dans les opérations de rénovation, des fois, c'est des opérations de démolition, reconstruction, et c'est-à-dire que même quand on porte une proposition de conserver une partie de l'existant et de le rénover, des fois, il y a des volontés politiques qui ne vont pas dans ce sens. Donc, clairement, il y a des choses qui doivent évoluer au niveau de la commande, qu'elle soit publique ou privée. En plus, ces bâtiments-là peuvent être des bâtiments de la deuxième moitié du XXe siècle avec des structures en béton qui peuvent avoir un réel intérêt dans la rénovation parce qu'on va conserver une certaine masse dans le bâtiment, donc on va avoir de l'inertie. Si c'est fait intelligemment, une rénovation bioclimatique, on peut tabler sur un bon confort, y compris en été. Donc il y a une évolution qui est nécessaire au niveau de la demande et après les freins sont divers, ils sont souvent économiques. Donc c'est vrai que nous aussi par rapport aux maîtrises d'ouvrage dans le logement, on a souvent un peu plus de facilité avec les bailleurs sociaux à conserver nos objectifs initiaux. C'est un peu le jeu en ce moment sur les opérations, toutes les opérations, qu'elles soient privées ou publiques, qu'il y a une telle incertitude aujourd'hui sur les coûts de la construction qu'on passe notre temps à refaire les projets en phase conception pour arriver à rentrer dans une équation économique et qui est d'autant plus tendue dans de la promotion privée, généralement. Il y a peut-être un petit peu plus de capacité d'évolution et d'adaptation sur les budgets publics. Vous travaillez depuis le début, depuis plus de 10 ans sur Chaux, chanvre. C'est
beaucoup moins industrialisé, avec donc des réglementations qui sont moins strictes, plus floues et avec lesquelles il faut composer. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vous entendre aussi, Philippe Bonnet, puisque dans votre activité, vous êtes confronté à ça. Mais vous êtes, dans votre agence, vous êtes spécialisé donc, dans la terre crue. Ça, c'est quelque chose que vous travaillez aussi. Donc, spécialisé sur la terre crue, avec des projets, en fait, où vous vous inscrivez aussi dans des dispositifs d'expérimentation, dans des comités de pilotage, où il faut des avis techniques d'expérimentation. Donc, cette table ronde, elle s'appelle aussi nouveaux matériaux. C'est pas un nouveau matériau, mais c'est une utilisation dans laquelle on est en train de s'inscrire. On en parle de plus en plus. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, la terre crue, pourquoi, comment? Alors effectivement, cet ensemble de matériaux qu'on dit premiers, donc que ce soit le bois, la terre, le chanvre, la pierre, c'est pas des matériaux nouveaux. C'est de l'architecture traditionnelle, vernaculaire, qu'on connaît depuis des siècles, que nos ancêtres connaissaient très bien, qu'on a un peu oublié pendant le XXe siècle face au développement des matériaux qu'on va dire conventionnels et industriels. Et aujourd'hui, il y a un vrai retour vers ces matériaux-là parce qu'il y a une pertinence qui est multiple, qui est de l'ordre écologique évidemment, puisque c'est des matériaux qui ont un faible impact carbone, qui sont généralement locaux, qui demandent peu de transformation, peu de coûts énergétiques, mais également qui ont beaucoup d'intérêt d'un point de vue socio-culturel, parce qu'ils s'appuient sur des filières plus locales, des artisans qui maîtrisent une matière, un savoir-faire. Donc on n'est pas forcément dans des filières industrialisées. C'est quelque chose qui pour nous est très important en tant qu'architecte et qui fait partie de l'architecture. C'est le territoire, la filière, les ressources dans lesquelles on s'inscrit. Et après, c'est aussi des matériaux. Oui, parce que l'utilisation de la terre crue ne sera pas la même à Toulouse qu'à Bordeaux, par exemple. Exactement. Donc, c'est culturel. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la terre crue, par exemple, il y a des ressources qui sont différentes, c'est-à-dire des terres qui sont différentes sur un territoire français, qui n'ont pas la même granulométrie, c'est-à-dire des terres avec plus de sable à certains endroits, plus de cailloux, plus d'argile, des argiles qui sont différentes. Et c'est ce qu'on retrouve dans le patrimoine vernaculaire existant. Par exemple, en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de pisé, puisque c'est une terre avec une granulométrie qui s'y prête. Par ici, à proximité de Toulouse, c'est une terre qui est plus fine, qui est plus adaptée aux adobes traditionnellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui se développent des filières de fabrication de briques de terre comprimées ou de briques de terre extrudées. Et donc, pour nous, c'est une vraie richesse culturelle d'avoir ces identités-là sur le territoire. Et en tant qu'architecte, c'est un vrai sujet. Non seulement c'est le bon matériau au bon endroit au sein d'un bâtiment, mais c'est aussi au sein d'un territoire. Et voilà, la terre crue, on est en plein dedans, puisque l'objectif, c'est d'utiliser de la terre qui va être locale. Par exemple, la terre des excavations pour un bâtiment. On va creuser pour faire des fondations. On a une ressource qui est un déchet aujourd'hui, alors que c'est plein de potentialités, aussi bien dans le terme de confort aussi, dont on n'a pas encore trop parlé pour la terre crue. Ses capacités de régulation hygrothermique, donc l'apport en inertie d'un matériau massif, mais aussi le fait qu'elle va réguler l'humidité, c'est-à-dire qu'elle va capter, l'argile est capable de capter l'humidité quand elle est en excès dans l'air et de la relâcher quand elle est en défaut dans l'air. Voilà, tout ça va dans le sens d'un très bon confort de vie et c'est le cas globalement de tous ces matériaux premiers. Et là aussi, il va y avoir de la formation à faire pour changer les mentalités et faire un peu de conduite du changement. Philippe Bonnet, vous représentez la coopérative Copébat, qui est issue de l'économie sociale et solidaire et même légiférée par la loi ESS de 2014. Donc c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui accueille donc des entrepreneurs, des porteurs de projets qui veulent qui proposent une activité durable dans le bâtiment et qui sont donc salariés de votre coopérative. Donc, alors vous travaillez sur de la rénovation globale et performante. Vous avez à peu près 3, on va dire,
9/10 aujourd'hui des entrepreneurs qui travaillent avec vous, qui sont complètement engagés ou qui sont en train de le devenir si d'aventure ils sont en reconversion, en évangélisation. Je sais d'ailleurs que vous faites des actions de formation, des ateliers pour pouvoir continuer à travailler avec vos équipes et être toujours de plus en plus performants sur ces questions-là. Donc paille, chanvre et terre crue, ça c'est quelque chose que vous faites. Conception de maisons bioclimatiques aussi. Et vous travaillez également, on ne l'a pas évoqué avec vous, mais beaucoup sur le bois. Oui, tout à fait. Donc, on est une coopérative en fait où on accompagne les entrepreneurs qui sont présents sur, on va dire, une grande part de la région Nord Nouvelle-Aquitaine. Et on a des entrepreneurs qui sont très fortement spécialisés sur la mise en œuvre de matériaux biosourcés. On commence aussi un peu à se spécialiser sur le réemploi, qui est très important aussi pour nous. Et effectivement, sur le bois, on a initié un travail en fait, notamment en Dordogne, avec une scierie qui a été abandonnée. En fait, c'est un client de notre coopérative qui ne voyait pas repris cette scierie qui était en état de fonctionnement. Et donc, on a monté un projet en montant une association qui s'appelle le Coin des Scieurs et qui rassemble en fait tous les gestionnaires forestiers durables de la région qui sont capables donc de cultiver, donc de la sylviculture, du bois dans des conditions écosystémiques, on va dire, très pertinentes et qui va faire que l'arbre va pouvoir se servir des autres pour pousser. Et donc ils évitent la coupe rase, ils font pousser pratiquement que du massif. Et grâce à cette scierie notamment, elle permet à tout un tissu local de pouvoir bénéficier donc de bois massif, à pouvoir utiliser notamment en ossature, donc au niveau structurel, à des coûts qui sont vraiment très très intéressants. En plus, le bois a subi quand même une crise assez importante. Donc il y a tout un aspect, je dirais, vertueux de cette filière-là, qui fait que le bois est issu de forêts gérées durablement, cultivé par des sylviculteurs locaux, scié localement, utilisé par des entreprises locales qui font principalement de la construction sur bois et de la rénovation. Et donc qui font vivre toute une région et qui est en train d'étoiler un petit peu sur la Gironde, sur le Lot-et-Garonne, etc., etc. Donc c'est un très bel exemple, je trouve, de ce qui est possible de faire sur un matériau tel que le bois. Parmi les choses intéressantes que vous avez pu me dire quand on a préparé ce rendez-vous, il y avait le chanvre. Et on a pu évoquer le fait qu'il y avait encore des résistances dans certains corps de métier, les plaquistes par exemple, qui peuvent dire que il y a encore des preuves à apporter, qu'il y a des problèmes d'affaissement, etc. Et vous m'avez fait une démonstration que j'ai trouvée très intéressante. J'aimerais que vous repartagiez avec les personnes ici présentes, et très pédagogique sur la différence entre la laine de verre et le chanvre, avec la circulation de l'air et surtout la durabilité sur 30, 40 années versus 5-10 ans. Je trouvais que l'exemple était très bien donné. Alors, je pourrais parler du chanvre et de la paille, parce qu'en fait, ce sont des matériaux d'origine végétale. Et d'ailleurs, vous allez construire ou aménager votre siège social en paille. Oui, on est en train de construire notre siège social à Bassins, un bâtiment exemplaire qu'on va faire en ossature bois, donc qui va provenir du bois de la scierie, en remplissage paille enduitaire. Et on y met aussi pas mal de réemploi dedans, avec notamment, on a récupéré du bois de structure qu'on a caractérisé, ça a été assez compliqué, mais on y est arrivé. Et c'est un projet qui va être exemplaire sur les deux versants, donc matériaux biosourcés et réemploi. Et donc c'est un bâtiment tertiaire qu'on construit, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ça va être votre showroom?
Finalement, la preuve de votre... On l'a pas conçu comme ça parce que on essaie de prouver par tout un tas de façons. Mais oui, il y a des chantiers formation qui vont être organisés pendant la construction. Donc oui, et puis il va falloir qu'on communique parce que, notamment en termes de réemploi, on est en train de faire quelque chose d'assez sympa. Et pour rebondir sur ce que vous me disiez, le chanvre, la paille, donc ce sont des fibres végétales qui ont donc une performance très importante, tant sur le versant, on va dire, thermique que sur la diffusion de la vapeur d'eau. Par rapport à leur capacité, mais qui sont aussi des matériaux qui sont véritablement durables. Et ça, c'est vraiment très très important de le signifier, parce que quand vous allez concevoir un bâtiment en utilisant ce type de matériaux-là, en le concevant bien, parce qu'il y a des problématiques dans le biosourcé qui sont la mise en œuvre si vous n'êtes pas formé. Ça, c'est très important pour revenir, mais la formation dans ces matériaux-là est vraiment très 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 importante. Du coup, vous allez pouvoir notamment concevoir un bâtiment qui, en isolation par exemple, va avoir une durée de vie de 40, 50, voire même 100 ans. Les maisons en paille construisaient avec ce qu'on savait faire devant. Donc les maisons en paille, quand elle est bien conçue, elle dure un siècle. La paille ne pourrit pas, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc c'est un bâtiment qui est véritablement durable. Donc vous n'avez pas à réisoler 10 ans, 20 ans, enfin 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, avec des matériaux plus conventionnels qui ont servi, parce qu'il ne faut pas non plus taper sur les matériaux conventionnels, ça a servi à un moment donné, parce qu'il y en avait besoin. Maintenant, les matériaux biosourcés ont vraiment leur part à jouer en termes de performance et en termes de durabilité, clairement, comparativement aux matériaux conventionnels. Et le chanvre, la France est le premier producteur de chanvre en Europe, et on pourrait produire du chanvre et de la paille sans impacter aucunement la filière alimentaire. Donc c'est un vrai levier qui s'offre à nous et qui est en train de changer un peu les rénovations. Oui, c'est Luc Floissac, qui est un des rédacteurs des règles professionnelles de la construction paille, qui a fait, avant de parler paille dans le bâtiment, c'est intéressant ça, il a prouvé en fait que on pouvait rénover et construire en France sans impacter la filière alimentaire. Quand on parle de paille de céréales, donc le blé bien entendu, l'orge, l'avoine, et donc on pouvait utiliser ce matériau sans impacter nullement la filière alimentaire en France. Et la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Le chanvre est une tige qui pousse avec rien, très peu d'eau, sans intrants, donc qui est très très intéressante. Donc il y a vraiment de la coactivité à développer avec nos amis agriculteurs, bien entendu, à ce niveau-là. Dernière question qui est commune à tous, et je vais commencer avec vous, Jérôme Gauze. Quel frein faudrait-il lever, selon vous, pour que véritablement on puisse porter haut l'ambition qui est partagée ici? Donc le premier sujet pour moi, c'est la construction d'un grand récit. Quand on fait des concertations auprès du public sur des opérations d'aménagement, on s'aperçoit en fait que lorsqu'on explique nos histoires de bilan carbone, etc., ça a assez peu de prise parce que les chiffres sont impressionnants et finalement ça tue en fait toute expression. On a vraiment besoin de réenchanter en fait cette question-là. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, donc vous l'aviez évoqué, le métier de promoteur change fortement, celui d'aménageur change aussi, bien évidemment. Et donc, on est en fait en train de réfléchir à quelle est la nouvelle chaîne de valeur qu'on va pouvoir proposer. Chaîne de valeur parce qu'il y a un moment où il faut se payer en fait ces réhabilitations. Il y a un moment où il faut effectivement aussi sortir des logements qui soient accessibles et abordables financièrement par les ménages. Troisième sujet, donc les compétences et la formation. C'est revenu plein de fois dans les tables rondes. Je vais pas m'étaler là-dessus. On a fondamentalement besoin, contrairement à ce qu'on croit, de compétences d'anthropologues, de sociologues, de philosophes pour accompagner en fait ces changements. Et je vais même oser, on a même besoin d'artistes pour travailler en fait ces questions de c'est quoi finalement ce vers quoi on va et comment on y va ensemble et c'est porteur de quelles valeurs au-delà des valeurs techniques et scientifiques. Dernier sujet, donc la mise en place de filières. On voit bien en fait que
pour mettre en place ces filières, beaucoup d'interlocuteurs l'ont dit, ou d'intervenants l'ont dit, on a besoin d'argent public pour amorcer en fait les dispositifs. C'est l'intérêt de faire des opérations d'aménagement public. Jusqu'où on peut les faire, l'État met un petit peu de sous, la métropole en met beaucoup. On voit en fait que on est aussi assujetti aux capacités de mobilisation du financement, des financements publics. Ça, c'est un vrai sujet parce que les vaches aussi sont maigres hein, chez nous. Enfin, voilà. Jeanne ou Léon? Les freins, donc on a déjà parlé celui de la commande qui doit évoluer, de la demande qui doit évoluer. On n'a pas trop passé de temps sur les sujets contraintes réglementaires et techniques. Oui, les normes. Mais clairement, pour porter ces matériaux-là, nous, c'est notre travail au quotidien de convaincre sur la pertinence de ces matériaux-là d'un point de vue sécurité incendie, résistance mécanique, comportement hygrothermique, d'arriver à les valoriser. C'est un contexte réglementaire qui heureusement évolue, mais beaucoup trop lentement. Par rapport au premier projet de l'agence qui était avec la mise en œuvre d'isolation en chaux-chanvre notamment, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis, il y a eu les règles professionnelles pour la construction en chanvre, donc particulièrement en chaux-chanvre. Donc ça crée déjà un peu plus un cadre favorable. La paille également a ses règles professionnelles. Donc tout ça, c'est des choses qui nous aident beaucoup. Il y a de plus en plus, pour la terre crue, donc il n'y a pas encore de règles professionnelles. Il y a de plus en plus d'ATEX, donc d'avis techniques d'expérimentation, qui accompagnent des fabricants ou des entreprises qui mettent en œuvre les matériaux. Mais pour la terre crue, il y a encore vraiment beaucoup de freins, puisque aujourd'hui, la seule chose qui existe sont les guides de bonne pratique qui ne sont pas reconnus par les bureaux de contrôle comme réglementaires. Et donc, dans ce cadre-là, nous faisons partie du projet national Terre Crue, qui est un projet sur 5 ans qui a été lancé par l'État, qui regroupe l'ensemble des chercheurs dans tous les laboratoires français qui travaillent sur le sujet de la terre crue, mais aussi les praticiens, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ou les artisans. Et un des objectifs et un des débouchés pourrait être la réalisation de règles professionnelles de la construction en terre crue. Mais s'inscrire tout ça, ça prend du temps. C'est très chronophage. Donc ça, c'est en 2 secondes. Oui, c'est complexe à porter, notamment pour nous, parce que c'est pas des missions qu'on facture derrière. Oui. Donc, en tant que maître d'œuvre, avoir du temps là-dessus, c'est compliqué. Nous commençons une démarche de crédit impôt recherche pour essayer de soutenir un peu cette démarche. Donc un modèle économique aussi à questionner. Aussi. À questionner. Philippe Bonnet, un frein à lever. Les aides, je crois que vous, c'est votre credo, la structuration de la filière aide. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce secteur et que vous constatez que c'est compliqué d'arriver à ce, comment dire, il y a un peu c'est assez opaque la structuration des aides. Alors, sur les aides financières, oui, c'est sur les projets de rénovation performante. Alors moi, je vais plus parler de rénovation performante que de rénovation énergétique. Vu qu'on est une entreprise avec des artisans, on est forcément RGE, reconnu garant de l'environnement, sur tout un tas de thématiques, notamment l'isolation, la ventilation, puis la mise en œuvre d'énergie renouvelable. Et c'est vrai que les clients, nos entrepreneurs se cassent les dents véritablement sur les dossiers d'aide, que ce soit juste pour un bouquet de travaux ou pour une rénovation globale. Et ils en sont même, ces derniers temps, on commence à le voir, à abandonner et à trouver des moyens subsidiaires pour essayer de financer leurs projets. Donc oui, les aides sont assez compliquées parce qu'il y a beaucoup d'opacité sur les dispositifs qui sont possibles pour les clients. Donc un recrutement de personnes qui restent, qui démissionnent pas, qui sont sachantes, qui sont formées, il y a un turnover et des dispositifs aussi plus pérennes. Qui est vraiment compliqué à ce niveau-là. Le mot de la fin est pour vous, Guillaume Carlier. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Deux punchlines. Deux punchlines. Clairement, il n'y a pas de matériaux magiques. Ça, il faut qu'on se rende à l'évidence. Le biosourcé, on en a parlé, c'est exceptionnel. Mais si tout le monde se met sur le biosourcé, on ne répondra pas aux avionneurs, à l'automobile, aux constructeurs, aux énergéticiens. Ça faut. Donc c'est vraiment il y a le mix énergétique, il y a le mix matériautique, bien sûr. Et moi, surtout, le mot que je voudrais communiquer, c'est le mot de local qu'on a peut-être un peu oublié. On a une ambition, c'est de se dire, par exemple, on sort du béton, très bien, mais comment on fait ça ? On le fait local.
localement. On le fait avec le ciment d'Hoffmann en Vendée, on le fait avec Materup en Aquitaine, on le fait avec Néolith à Nantes. Et ça, c'est très important parce que finalement, cette déclinaison locale, c'est celle qui véritablement, par rapport à des enjeux contextuels dont vous parliez, on ne fait pas de la terre crue de la même manière, ils vont nous permettre finalement de consolider, d'agréger cette dimension un peu nationale et d'arriver à cet objectif. Merci à tous les quatre.